Camarades, bonjour. Aujourd'hui encore, on va continuer notre aventure au sein du royaume de nos amis à tous, les Mérovingiens. Ah. Non. Pas de A, pas de rien. Maintenant, tout le monde écoute. Vous allez voir, c'est hyper bien. Chut. La dernière fois, on s'était arrêté sur un événement assez capital dans l'histoire des Gaules, la fin de l'Empire romain d'Occident, la mort de Childéric et l'accession au trône de son fils, Clovis. Des débuts prometteurs et historiques ou complètement ratés, c'est ce qu'on va tenter de voir aujourd'hui. Alors déjà, commençons par les choses simples, un peu d'onomastique. Et oui, ça y est, je commence enfin à me la péter avec des termes péteux et pompeux en latin. Et merde, c'est du grec. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Quoi? Clovis, en fait, c'est probablement pas son nom. Enfin, pas son nom à l'époque. Dans les sources, principalement écrites en latin, il est connu sous le nom de Clodovecus, beaucoup moins sexy. On y retrouve la racine du haut-allemand Claude, qui est assez commune du coup dans les noms d'origine germanique, et qui grosso modo veut dire que tu es célèbre pour tes combats. Mais par un procédé alchimique assez étrange et digne des plus grandes parties de Garticphone, Clodovecus s'est transformé en Louis dans les sources. Clovis serait donc en réalité Louis Ier. Mais au XVIIIe siècle, peut-être parce qu'on avait honte d'avoir cet ancêtre un poil païen et un petit peu barbare, ou peut-être juste que ça devait faire chier de devoir renommer tous les Louis qui lui ont succédé, et il y en a un paquet, on a décidé de reprendre le terme de Clodovecus, enfin de le franciser Clovis. Clovis, donc, succède à son père alors qu'il n'a que 15 ans, ce qui peut nous paraître assez jeune aujourd'hui, mais qui pour l'époque n'est pas si dérangeant, puisque la majorité des héritiers était situé en moyenne aux environs de ses 14 ans. À peine roi donc, on a déjà plusieurs sources le concernant. Et ça c'est bien, parce que vous savez à quel point j'aime les sources, et que jusqu'à présent, on peut pas dire qu'on était très gâtés. Alors cette première source, elle est signée par Rémi, évêque de Reims, c'est pas n'importe qui. Et vous allez le voir, Rémi, on va le retrouver assez souvent. Bref, en 481, quand le jeune Clovis prend le pouvoir à 15 ans, Rémi lui écrit une belle lettre, assez basique pour l'époque, qui a été sujette à de nombreuses interprétations. Déjà, et on peut comprendre pourquoi, elle a été mal comprise. Ce document, souvent nommé comme le premier document officiel concernant Clovis, est en fait une reproduction du 9e et pas un original. Dans un premier temps, on avait cru que le texte nous disait que Rémi reconnaissait la prise de pouvoir par Clovis selon le droit de la guerre, le secundum bellicae. Mais en réalité, on a vite que ce document qui avait été recopié avait été en fait mal recopié, ce qui arrivait assez souvent. Et le copiste du 9e siècle a donc écrit secundum bellicae, le droit de la guerre, au lieu de Secundae Belgicae, la Belgique seconde. En gros, Rémi écrit à Clovis pour le féliciter d'être devenu fonctionnaire romain comme son papa. Et donc, en changeant seulement quelques lettres, on passe d'une grande invasion barbare franque en Gaule du Nord à une transition pacifique dans la pure tradition romaine. Dans cette lettre, Rémi exhorte également Clovis à bien gouverner, et bien gouverner au 5e siècle, c'est gouverner selon les morales chrétiennes. Ici, on a donc une espèce de rapport entre évêque et roi, on voit que l'évêque a une sorte de supériorité morale sur le roi, qui aura un grand impact durant toute l'époque médiévale. Si Rémi a cet impact sur Clovis, c'est sûrement à cause de Théodose. En 392, l'empereur Théodose avait instauré le christianisme comme religion d'État, et chaque fonctionnaire romain devait être chrétien. Donc si Clovis il veut garder sa légitimité romaine et ne pas se prendre un coup d'État, il ne peut pas se dérober aux valeurs chrétiennes. Clovis est certes ce que l'on appelle à l'époque le militia togata et le militia armata, c'est-à-dire le chef civil et le chef militaire de la Belgique seconde. Le pouvoir religieux, le militia Christi, est toujours détenu par l'évêque, Rémi, l'évêque de Reims. Les deux hommes se doivent donc de s'entendre afin de gouverner la région. Afin de conserver sa légitimité romaine, Clovis doit donc respecter les valeurs chrétiennes, mais reconnaît également le pouvoir de l'Empire d'Orient, et donc Odoacre comme patrice d'Italie, ce qui aura un léger impact dans un avenir assez proche. En 481, on a donc Clovis qui porte deux casquettes, celle de roi franc païen de la région nord de la Gaule, et de gouverneur romain de tradition chrétienne de la Belgique seconde. Je cumule, mais je peux vous dire que tout ce que me disent les gens de mon village, dans les rues de mon village, m'apporte beaucoup, même ici au niveau des décisions que l'on peut prendre au niveau national. Outre Rémi, on a également une autre source, mais cette fois postérieure à Clovis. Il s'agit là encore d'un évêque, et si vous vous rappelez ma première vidéo que j'avais faite sur les sources il y a quelques mois, il s'agit de Grégoire de Tours. Alors Grégoire, je vous le présente plus, si ça vous intéresse, vous irez voir cette vidéo, #placement de produit. Mais pour faire simple, Grégoire, il nous rapporte ce qu'il appelle les quinquennalia. Et oui, je sais encore du latin, mais je vous promets, je vais vite arrêter, et celui-là il est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est que les quinquennalia de Grégoire? C'est en fait un rapport de tous les 5 ans du règne de Clovis. Dans ces rapports, il nous décrit tout ce que Clovis a fait. Enfin tout, simplement les grands faits. Ici, pas question de savoir combien de fois Clovis a repris du poulet le dimanche 7 octobre 484. Et oui,
Ça tombe bien dimanche, vous irez vérifier. Je sais pas super bien compter, mais les dates, c'est mon rayon. Ces faits nous sont alors connus aujourd'hui grâce à l'historien Karl Hauck, qui nous les rapporte de cette manière. La première entrée concernerait la bataille de Soissons. La deuxième, la guerre face aux Thuringiens. La troisième, la bataille de Tolbiac. La quatrième, celle de Vouillé. Et enfin la cinquième, la mort de Clovis. Vous l'aurez compris, à en croire Grégoire de Tours, le règne de Clovis se résume à guerre, guerre, guerre et mort. Meurtre, mort, détruire. Meurtre, mort, détruire. Meurtre, mort, détruire. Commençons par le commencement donc, cette fameuse bataille de Soissons. En 481, on l'a vu, la Gaule du Nord est séparée en deux entités. Pour simplifier, à l'est, on a les royaumes francs, rhénans et saliens, qui sont dirigés par de multiples rois. Le plus connu était Childéric, qui maintenant a légué son pouvoir à Clovis. À l'ouest, une enclave romaine, fondée par le général Aegidius, qui est maintenant dirigé également par son fils, Syagrius. Et bien que l'Empire d'Occident n'existe plus, on va le voir, il a encore une dernière répercussion. Lorsqu'Odoacre dépose Romulus Augustule le 4 septembre 476 et prend le contrôle de l'Italie, l'Empire d'Orient lui accorde une légitimité en le nommant patrice d'Italie. Clovis, également pour garder sa légitimité, reconnaît Odoacre comme patrice d'Italie. Pour Syagrius, en revanche, comme il est d'origine romaine et qui ne cherche pas à être plus légitime qu'il est déjà selon lui, il ne reconnaît pas Odoacre comme patrice d'Italie. Et il reconnaît encore moins l'ingérence des Grecs dans les affaires d'Occident. Ceci dit, comme il est pas con, il lui faut des alliés, Clovis penchant plutôt du côté de l'Orient, Syagrius va voir les Visigoths. Entre 484 et 486, Clovis voyant alors le rapprochement de son ancien allié pour son pire ennemi, les Visigoths, il cherche un nouvel allié. Et quoi de plus simple que de tenter de regrouper tous les Francs au sein d'une fédération. Pour ça, il se marie avec une princesse rhénane, de cette union naîtra alors son premier fils, Thierry. Ou Théodoric, ça dépend les sources. En 486, le conflit entre les deux fils des anciens alliés Childéric et Aegidius est alors inévitable. Clovis fait appel à ses alliés saliens et rhénans, et malheureusement pour lui ça commence bien parce que seuls quelques saliens débarquent pour l'aider. On a Ragnacair, le roi de Cambrai, et un dénommé Chararic, roi dans le nord de la Gaule belgique. Chararic n'est pas très fiable comme allié puisque ce dernier attendra le dernier moment de la bataille pour voir de quel côté ça penche et être décisif. Et tout ça parce que, soi-disant, j'ai pas pris part au combat. Vous avez pris part au combat? Non, parce que j'ai été pas mal malade. Clovis doit donc faire face quasi seul à Syagrius et en sous-effectif. Les deux armées se rencontrent près de Soissons, la capitale du roi romain, et Clovis arrive quand même à mettre en déroute les reliquats de l'armée romaine. Syagrius parvient à fuir cependant, et va à la cour du roi des Visigoths, Alaric II, pour lui demander asile. Clovis et ses troupes, eux, quant à eux, s'adonnent à l'occupation des places fortes de l'ancien royaume romain, et le soumettent au pillage. Grégoire de Tours, notre envoyé très spécial sur place et postérieur aux événements, nous décrit même ces pillages avec une précision qui lui est propre. Je vous le cite. Beaucoup d'églises furent pillées par l'armée de Clovis parce qu'ils étaient encore enfoncés dans les erreurs du fanatisme. Merci, Grégoire. C'est dans ce contexte donc que les Francs prennent alors tout ce qui leur tombe sous les yeux et leur paraît un minimum précieux. Ils prennent ce qu'ils veulent sans rien demander à personne. Argent, or, boiseries et objets liturgiques. Tiens, je vais me prendre ça aussi. Ah oui, parce que c'est vous qui décidez. C'est moi qui décide. Le tout est alors ramené à Soissons, l'ancienne capitale, afin d'être partagé entre toutes les troupes. Notre envoyé spécial de l'époque un peu plus crédible, Rémi, nous décrit alors dans son testament plusieurs de ces objets volés, dont notamment un vase en argent qui servait à divers offices dans le diocèse de Reims. Vous l'aurez compris, ce vase va devenir le vase de Soissons. Rémi, il est pas content. Il écrit alors une lettre à Clovis pour que ce dernier restitue le vase à l'église, puisqu'un prince chrétien ne devrait jamais piller une église chrétienne. Clovis lui répond que grosso modo, il y voit aucun souci, et qu'il veut bien lui rendre tous les vases qu'il veut à l'évêque. Ça, y a pas de problème. Mais tout roi qu'il est, c'est pas lui qui décide. Et les parts du trésor, elles sont tirées au pif entre tous les soldats. C'est carré chez vous. Hein. Le partage du trésor chez les Francs était très encadré. Tout ce qui était pillé était réuni au même endroit, et chacun tirait sa part au sort du trésor, même le roi. Bon, le roi, ici Clovis, avait quand même une part plus conséquente que ses soldats, puisque ça devait correspondre à environ 1/5 du trésor total. Mais la chance n'est pas avec Clovis, et le vase ne fait pas partie du lot. Ah ouais, mais non, là vous avez rien. Clovis, qui souhaite quand même bien faire plaisir à l'évêque et s'entendre avec lui, demande à ses troupes s'il peut choper le vase en plus, histoire d'avoir un petit goodies.
Le roi réclame alors plus que sa part. Ses troupes doivent décider et voter pour accepter ou non. Tous les soldats, faut pas se faire de film, ils s'en foutent. Alors du coup, oui, ils acceptent que Clovis récupère un vase en plus. Tous, sauf un, qui pose sa hache sur le vase en signe de refus. Ce qui fait bien chez Clovis, mais le roi n'a pas le choix et doit se soumettre à la décision de ses troupes. Le vase n'ira pas pour le cureton. Courant 486 toujours, on sait pas trop comment, mais si vous voulez mon avis, sûrement grâce à un jeu d'argent ou à des paris un peu débiles... Moi, je vous dis ce que j'en pense, hein. Mais on s'en fout! Pardon. Clovis parvient à récupérer le vase, et l'envoie à Rémi qui est alors super mais super joasse. Il nous fait même une jolie description et une jolie pavasse dans son testament, donc juste avant de mourir, pour dire à quel point Clovis est génial, que c'est un bon gars, et que même s'il est païen, le bougre, il commence à bien l'apprécier son Clovis, et la bromance peut alors continuer. Petit pain en argent. Ça aussi, vous l'avez racheté au vendit? Je savais que vous y teniez. Non, si j'y tiens. Pendant ce temps, à Toulouse, faudrait pas les oublier, Alaric II en a marre de voir Syagrius squatter chez lui et piquer dans son frigo. Réfléchissant un peu à la question avec Clovis, il se rend compte que Syagrius n'a plus vraiment d'utilité pour personne et qu'il vaudrait mieux dans son intérêt qu'il soit copain avec Clovis. En 487, il renvoie alors Syagrius à Clovis en signe de paix. Syagrius est ramené dans son ancien royaume et égorgé dans l'indifférence générale. Le 1er mars de cette même année, Clovis réunit alors ses troupes sur le champ de Mars de Soissons afin de les passer en revue, histoire de partir en petite expédition. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un peu d'exercice, on ne sait pas trop pourquoi. Mais tout ça nous permet de voir que Clovis fait ça dans la pure tradition romaine, puisque non content d'administrer son royaume à la manière romaine, il a capturé un ancien royaume romain, et maintenant, logique, il administre son armée à la romaine. Clovis est donc l'impérator de ses troupes, et en tant que tel, il a le droit de vie et de mort sur ces dernières. Vous voyez où je veux en venir? Oui, ça va être ça. Le fameux épisode où Clovis exécute un soldat juste à cause du vase de Soissons. En réalité, ce soldat qui avait refusé que Clovis prenne plus que sa part, je le rappelle, aurait eu un équipement mal entretenu, et lorsque l'impérator le remarqua, il jeta les armes du soldat au sol, et quand ce dernier se baissa pour les ramasser, Clovis lui aurait alors tout simplement enfoncé la hache dans le crâne pour lui rappeler ainsi par le même geste ce qu'il avait fait avec le vase. Quelle ironie. Cette histoire du vase de Soissons, qui nous est alors racontée à tous à l'école primaire et qu'on croit connaître, est donc fausse. Et pour citer Michel Rouche, auteur d'une biographie sur Clovis qui est, et à mon sens, un bonheur à lire, et qui en plus comporte de nombreuses sources d'époque, ce qui est juste génial quand on veut étudier un sujet pareil, enfin vous l'aurez compris, j'aime les sources. Bref, pour le citer, Michel Rouche nous dit que, contrairement à ce qui a été raconté dans les manuels d'histoire de la Troisième République, le vase de Soissons, en réalité de Reims, n'a jamais été cassé. Tout au plus fut-il cabossé. À la célèbre question « Qui a cassé le vase de Soissons ?», la réponse est en fait « Personne ». C'est mortel! Ouais, c'est mortel! Pourquoi vous applaudissez? Une fois terminé avec les vestiges romains de la Gaule du Nord, le royaume de Clovis reste assez calme pour les quelques mois à venir. Seuls restent les Armoricains, à l'ouest, qui se revendiquent comme des Romains libres, fiers, indépendants et forts, mais qui pétochent dans leur coin, et se tiennent relativement à carreau histoire d'éviter un revers sur le coin du museau. L'action, courant 488-489, se déroule alors plutôt en Italie. Là-bas, Odoacre commence à faire peur à l'empereur Zénon. Non content d'avoir déposé l'empereur d'Occident, faudrait pas qu'il voie à déposer l'empereur d'Orient, parce qu'il commence à s'étendre un peu en Illyrie et en Dalmatie. Zénon cherche donc le roi des Ostrogoths, Théodoric, à qui il devait une faveur, de jarter Odoacre d'Italie, et en échange, les Ostrogoths pourront diriger l'Italie en qualité de patrice. Full bénéf pour eux. En 488, Théodoric accepte, marche sur l'Italie, demande de l'aide aux Visigoths, et il prend le contrôle de cette dernière. Veni, Vidi, Vici. Une troisième puissance majeure apparaît alors dans la diplomatie occidentale, le royaume ostrogoth. Dans ce même temps, Clovis tente alors une conquête de la partie nord du royaume burgonde. L'invasion de la Lyonnaise Burgonde nous est alors inconnue. Grégoire, il avait pas dû trouver ça assez important ou assez épique pour le dire dans ses quinquennalia. Bref, tout ce qui nous est parvenu, c'est une sorte de traité de paix signé entre Clovis et Gondebaud, le roi des Burgondes un tout petit peu avant 491. Cette source est la vie de Saint Épade. On comprend alors qu'en la lisant, l'invasion franque de la Lyonnaise Burgonde n'est pas une réussite totale. Clovis et Gondebaud se seraient alors rencontrés sur les rives de la Cure, un affluent de Lyon, afin d'y établir un traité de paix et des nouvelles frontières. Alors, à propos du traité de paix. Le traité de paix
Clovis aurait alors pris le contrôle de la cité d'Auxerre, tandis qu'Autun resterait Burgonde. Cette première guerre entre Francs et Burgonde permit cependant d'établir des ambassades entre les deux peuples qui seront assez fréquentes et qui aboutiront assez rapidement à une alliance. À peine la question de Burgonde mise en suspens, en 491, c'est un autre peuple qui commence à chauffer Clovis, il a vraiment pas le temps de se reposer le pauvre gars. Ce peuple, c'est les Thuringiens. Alors les Thuringiens, là encore, merci le manque de sources et ça va devenir un running gag, on connaît pas grand chose sur eux. En 491, on sait simplement qu'ils s'étendent sur un immense territoire d'Europe du Nord, d'Europe centrale, et qu'ils sont alliés aux Visigoths. Unis sous la même bannière ou en plusieurs royaumes comme pour les Francs, on sait pas trop et la question est encore sujette à débat. Par contre, ce qu'on sait, je vous l'ai dit, c'est qu'ils étaient alliés des Visigoths, et qu'ils commencent à s'étendre sur les rives du Rhin. Clovis serait alors pris en une sorte de d'étau entre Thuringiens à l'est et Visigoths à l'ouest. Les Francs rhénans, qui vivent, comme leur nom l'indique, sur les rives du Rhin, commencent alors à s'inquiéter également de cette expansion des Thuringiens sur les rives de ce fleuve. Du coup, bien qu'il n'ait pas aidé Clovis face à Syagrius, il demande à ce que l'alliance fonctionne et demande à Clovis de venir en aide. Les feux d'alarme de Minas Tirith! Les feux d'alarme sont allumés! Le Gondor appelle à l'aide! Et le Rohan répondra. Réunissez les Rohirrim. Pourquoi? Là encore, on sait pas trop et on est soumis aux hypothèses. Une de ces hypothèses serait que, comme les alliés des Thuringiens, les Visigoths sortent à peine d'une guerre en Italie, ils sont affaiblis et donc les Thuringiens devraient faire face seuls. Clovis pourrait donc mettre au pas les Thuringiens en étant assez tranquille sur son front ouest. Une autre de ces théories serait que Clovis souhaiterait récupérer les territoires d'origine de sa mère, la princesse Bassine qui était une princesse thuringienne. Ou alors, troisième hypothèse, Clovis aimerait simplement que son allié rhénan ne se fasse pas exterminer. Ou alors, quatrième choix, une combinaison des trois, allez savoir. Bref, comme je vous l'ai dit, on sait pas vraiment pourquoi, ni même comment s'est déroulée cette guerre, puisque là encore, c'est notre envoyé très spécial qui nous décrit cette guerre avec une précision tout aussi relative. Je vous le cite, Clovis fit beaucoup de guerres et remporta beaucoup de victoires. Merci, Grégoire. Ah bah vous comme œil de lynx, hein, pardon. Dans tous les cas, donc, Clovis arrive à défaire les Thuringiens, et soumet une partie de ce peuple qui peuvent alors s'installer de manière relativement pacifique sur les rives du Rhin. Le royaume franc de Clovis commence à s'étendre. Mais malgré toutes ces guerres quasi non-stop en 10 ans, Clovis reste un petit roi et une puissance inférieure face aux puissances militaires, culturelles et économiques que sont les royaumes burgondes, ostrogoths et bien sûr visigoths. Mais vous vous en doutez, Clovis, qui a maintenant aux alentours de 25 ans, ne va pas se laisser faire bien longtemps. Il a de la ressource le petit. Et bientôt, il ne sera plus simplement connu comme un petit roi de Belgique seconde, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, première partie de la vidéo sur Clovis, enfin terminée. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, de m'avoir écouté jusqu'au bout si c'est le cas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous arrivez toujours à suivre un peu les aventures de nos amis les Mérovingiens. Alors à la base, c'était pas du tout prévu, mais je voulais faire une vidéo en une partie, voire deux maximum, sur Clovis, puisque c'est quand même une des figures principales de cette dynastie. Mais le pauvre fou que j'étais pensait que c'était si facile que ça, et finalement, voilà, on a fait une partie, on a fait les 10 premières années qui sont les plus pauvres en termes de sources et en termes d'événements, en fait, à dire. Il y a que la bataille de Soissons qui est assez bien documentée. Donc je sais pas trop encore dans quoi on va s'embarquer, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ça un peu plus qualitatif que ce que nous font les amis Franck Ferrand et Marc Menant sur une chaîne d'information en continu. Beaucoup m'en ont parlé. Et oui, hein, ce qu'ils font concrètement, c'est de la merde, c'est un retour à la Troisième République. Il n'y a pas d'autre mot, hein, voilà, c'est le sang, la mort, la guerre, les Mérovingiens, les âges sombres, quoi. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez les mots, je suis actif sur les réseaux sociaux maintenant, voilà, je vais pas le répéter à chaque fois, mais c'est fait, vous pouvez me retrouver là, et on se revoit le mois prochain, je pense, courant mars, pour la suite de nos aventures. Voilà, soyez sages, le bisou.